que je vais enregistrer. Alors, bienvenue à toi Yannick, c'est amusant, tu vois, tu m'as invité il y a des années à Udoubiz pour les entretiens que tu réalisais, et là, des années après, je te rends la politesse. Très, très amusant, hein, c'est incroyable. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben, écoute, avec plaisir, et je me réjouis de ce dialogue, parce que c'est ça que j'ai envie de faire, pas tellement une interview qu'un dialogue. J'ai vu récemment que tu as rédigé sur l'avenir de l'humanité. Moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est Humanité 3.0. Donc, j'ai l'impression que nous avons des choses peut-être à dialoguer, sans doute en n'ayant pas tout à fait le même point de vue, voire peut-être convergent. On va voir et on s'autorise ce dialogue pétillant et on verra où ça nous amène après. Est-ce que ça te va, ça? Allez, c'est parfait. Allons-y. Laissons-nous porter. Est-ce que tu as envie de commencer par rapport à ce que tu as écrit sur l'aube de l'humanité et puis je réagis en réponse? Comme tu veux. Alors, justement, oui, c'est pas sur l'avenir de l'humanité, parce que je disais qu'il y en a marre de dire il faut changer le futur, penser au futur, à la prochaine génération. Non, le futur et l'humanité, c'est maintenant qu'il faut la construire. Et je dis que là, on peut être à l'aube d'une nouvelle humanité. Plus consciente, plus coopérative. À la faveur du confinement, les gens, et ils s'aperçoivent quand même qu'il y a des choses qui n'allaient pas avant, qu'on travaillait comme des cons, il n'y avait pas beaucoup de sens, qu'il y a des pertes d'identité. On ne sait pas ce qu'on fait, on est perdu de manière individuelle, on ne croit plus en rien, et que c'est peut-être le moment de changer nos manières de voir, de penser, d'agir, de se réunir, pas simplement de vivre ensemble, mais de construire ensemble. Mais pour le coup, il n'y a pas encore de réflexion sur ce que pourrait être se construire ensemble. Donc moi je me réfère souvent au chevalier de Ramsay qui au XVIIIe siècle pose le principe de la République universelle et il dit comment est-ce qu'on pourrait réunir les bonnes volontés éparses, les gens qui souhaitent plus réfléchir, mais pas simplement réfléchir, agir en faveur de l'humanité. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour mettre en œuvre des nouvelles solutions et construire un universel, des choses qui pourraient être applicables à chacun. Alors l'universel, moi j'ai beaucoup travaillé dessus, je ne sais pas si ça existe véritablement. Je travaille beaucoup sur les questions d'interculturalité et finalement, dans la recherche, le questionnement sur ce qui peut être universel, il y a peu de choses qui nous rejoignent parmi les époques, les cultures, les communautés, etc. Mais bref, donc là, il y a peut-être une conscience quand même j'allais dire non pas hermétique, mais une conscience du monde, de l'univers, où on se sent peut-être, alors soit pour les plus chanceux d'entre nous, faire partie du monde, de l'univers, faire partie d'un tout, être partie de ce tout, et pour les autres, ne pas trouver leur place là-dedans. Mais c'est peut-être ce qui pourrait nous rejoindre, c'est-à-dire retrouver le lien avec la Terre, avec le monde, avec l'univers, sentant que l'autre, finalement, c'est juste un prolongement de moi-même. Et à partir de ça, comment est-ce qu'on pourrait créer véritablement quelque chose de plus fraternel, solidaire, de coopératif que d'être dans la compétition, etc. Enfin, tout ce sur quoi tu as pu écrire depuis des années, si ma mémoire est bonne. Bref, comment on pourrait sortir de la violence, des rapports de compétition pour basculer peut-être plus sur la coopération. Alors nous, on observe en tant que prospectiviste un certain nombre d'initiatives de par le monde, initiatives que ce soit dans les pays riches ou dans les tréfonds des favelas ou de l'Inde, où des gens réinventent des micro-sociétés ou des petits bouts de sociétés en commun pour bâtir des choses en commun. Alors, ça nous amène à nous interroger sur justement quel peut être ce commun, quelle peut être cette société, qu'est-ce qui fait société, qu'est-ce qui pourrait être… alors, avant de bâtir une république universelle, du moins qu'est-ce qui fait société ? Comment est-ce qu'on peut changer les rapports à nous-mêmes, qui soient des rapports, on va dire, d'harmonie, je ne sais pas, mais au moins
de être bien avec nous-mêmes, être enthousiaste, pas se faire de mal ni se contraindre à faire des choses qu'on n'aime pas. Comment est-ce qu'on peut retrouver à la fois du désir, du plaisir, du rêve, de la magie, de l'instant, retrouver de la fluidité dans nos relations, dans quoi Eh bien, oui, être capable de vivre des rêves, mais pas simplement des rêves égotiques, individuels, mais des rêves collectifs. Et puis, plus que des rêves concrets. Bâtir ce qu'on baptise des utopies concrètes. Non pas des utopies qui seraient des lieux qui n'existent pas, mais des utopies, c'est-à-dire des lieux de bonheur possible. Et justement, c'était le propos de l'article qu'on a écrit. Donc justement, on a réfléchi ce que pouvait être une société démonique. Alors, est-ce qu'il faut tendre et rechercher le bonheur? Alors, quel type de bonheur? Pas être contraint par ça non plus. Simplement, qui est écrit sur la coopération. Comment tu vois cette humanité 3.0? Comment tu vois cette nouvelle coopération? Qu'est-ce qui peut faire société? Comment on peut repenser les engagements à la fois individuels et collectifs? Alors, je vais surtout dire ce que j'entends par humanité 3.0. Donc, je l'ai écrit au travers d'essais et surtout de romans, parce qu'il y a des choses qui, surtout il y a 15 ans, étaient plus faciles à dire en mode romanesque qu'en mode essai. Donc en fait, j'ai eu envie de parler du fait qu'on est vraiment un carrefour de notre évolution de civilisation et d'humanité. Et là, avec le confinement, ça devient une évidence avec le virus, puisqu'on est tous arrêtés à peu près en même temps, parce que ça reprend déjà un peu en Asie, mais enfin, en gros, on a tous été arrêtés en même temps. Et c'est donc effectivement une opportunité pour faire un saut quantique en fait d'humanité. Puisque juste avant, on avait quoi comme possible? On avait le transhumanisme comme étant une grande voie qui était proposée pour l'évolution de l'humanité, en gros, hein, et sur lequel des milliards de milliards sont investis. Et puis le reste avec des propositions plutôt romantiques, sympathiques sur comment créer ces écolieux, etc., mais qui ne répondent pas à tous les facteurs d'évolution d'humanité. Ça répond à certains éléments, mais pas à tout. Donc, avec Humanité 3.0, je dis deux choses. Si je prends le côté romanesque, enfin, ce que j'ai mis dans un roman, c'est que je postule qu'effectivement, on est à un saut d'humanité que nous pourrions arriver à réaliser. Quand je parle de saut d'humanité, c'est parce que le niveau de complexité dans lequel on est, on voit bien qu'on arrive à une limitation. Nous sommes limités au niveau cognitif et émotionnel. On n'est pas en capacité, pour le moment encore, de gérer ce saut quantique qui nous permet d'appréhender la complexité qu'on a co-créée. Avec le coronavirus, c'est complètement différent. Tous mobilisés ensemble, c'est en train de nous faire émerger autre chose. Donc, il y a des éléments de capacité. Et dans le roman, c'était l'autre aspect, c'était l'aspect plutôt spirituel. C'est-à-dire que dans les traditions bouddhistes notamment, mais pas que, ça va être dit autrement dans d'autres traditions, on parle du Bouddha de Maitreya. Et le Bouddha de Maitreya, c'est le premier Bouddha qui n'est pas un être humain unique, qui arriverait comme les modes précédents, soit en mode Messie tel le Christ, soit en mode Bouddha, mais qui serait un Bouddha collectif, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'humanité qui, en s'éveillant ensemble, devient Maitreya. Donc c'est intéressant parce qu'on a d'un côté l'aspiration spirituelle et on a de l'autre côté une observation objective. Quand on demande aux gens aujourd'hui de penser l'après, il y a quelques-uns qui sont en appétit, qui y parviennent un peu, et puis ils voient bien qu'ils ont toute la limitation de leur cerveau, même s'ils sont à 2 ou 3, ils vont arriver à voir qu'une partie du kaléidoscope. Et puis il y a une partie émotionnelle où il y a quand même un paquet de gens qui disent « j'ai peur de demain, je ne sais pas, je préfère être dans le présent ». Ce qui amène d'ailleurs à deux notions du présent, c'est-à-dire que est-ce qu'on est dans une profonde présence qui va nous amener justement à cet éveil collectif dont on parlait et qui va sans doute nous conduire à d'autres capacités, ou est-ce qu'on parle d'un présent, je suis là parce que j'ai la trouille d'aller devant et puis je veux plus du passé. Ce qui n'est pas le même présent, c'est pas habiter de la même manière. Alors, éveil collectif, je ne sais pas si on est déjà dans un éveil collectif, mais comment, à partir d'éveil individuel ou d'aspiration, ou du moins
petits questionnements individuels, on peut tendre, développer ça, développer cette énergie qui peut, voilà, mais éveil collectif. On n'y est pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a peut-être une appétence et une envie de cheminer vers. Et l'interruption qu'apporte le coronavirus, effectivement, conduit peut-être à une alchimie individuelle plus accélérée qu'auparavant, où c'était un processus individuel qui était vraiment une quête personnelle, mais là, tout le monde est conduit de gré ou de force à s'y mettre, et on peut supposer que des alchimies individuelles pourraient peut-être s'agréger en alchimie collective. Ça, c'est sur le côté spirituel, et je vais te rendre la parole après. Mais on voit que sur d'autres compétences, notamment sur qu'est-ce qu'on fait pour demain, qu'est-ce qu'on pense pour demain ou qu'est-ce qu'on fait pour demain, on voit à peu près maintenant tous les 15 jours, il y a un sommet en ligne qui est proposé, de préférence les week-ends, pour penser demain ensemble, réfléchir enfin ensemble, etc. Donc il y a vraiment quelque chose où ça se relie, où ça se tisse, où ça s'essaie. Simplement, on est dans le bac à sable. On est vraiment dans le début de ça, puisqu'on est encore complètement pris par nos égos individuels et nos égos organisationnels. Et on a un mal fou, arriver à dire, allez hop, je laisse ça parce que je vais aller nourrir le flux de l'autre qui est bien plus avancé. Et il y a beaucoup plus de sens à aller là qu'à maintenir mon propre objectif. Là, je te vois presque optimiste. Disons que, en tant qu'observateur aussi de la société, on s'était penché sur toute la genèse de la violence. Parce qu'avant le coronavirus, quand même, et depuis un certain nombre de mois, si ce n'est d'années, on a une montée. Alors, je ne sais pas si toi, tu baptiserais ça œuvre au noir, parce que ça serait un processus de transformation des gens qui créerait du chaos. Je ne sais pas si c'est ça, mais du moins, il y a une montée de cette œuvre noire et de ce côté chaotique qui pousse quand même à la violence et à l'extrémisme. Et qui n'a pas forcément ni vocation ni pour but l'éveil. Donc je relativiserai le désir d'alchimie, alors contrainte et forcée, vers un mieux, vers une évolution personnelle et collective. Je pense on est tiraillé en ce moment. Il y a ces deux forces actuelles, c'est quasiment un yin et un yang. On a à la fois ces aspirations, cette nouvelle alchimie individuelle, collective, nouvelles aspirations, nouveaux désirs, interrogations, transformation, évolution, etc. Et puis en même temps, remise en cause de ça, violence, volonté d'en découdre en parallèle. Donc je suis beaucoup moins optimiste que toi. Et par rapport à ça, je voudrais bien t'entendre aussi sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut contribuer à être des passeurs, des transmetteurs, des activateurs de cette énergie, j'allais dire positive, évolutionnaire, pour poser après ce nouveau paradigme, des nouveaux piliers, des choses plus simples, des nouveaux rapports individuels et collectifs. En fait, ce que je disais, c'est que pour moi, Humanité 3.0 était en écho avec ce que vous aviez écrit sur l'offre de l'humanité. Ça, c'était en écho. En revanche, j'ai écrit par ailleurs à de nombreuses reprises sur les dangers de la violence immédiate. C'est-à-dire que pour moi, la sortie du confinement, il est fort probable, et d'ailleurs ça se met en place, c'est-à-dire que pendant que certains font leur évolution intérieure, il y en a d'autres qui font des mises en place extérieures qui sont tout sauf éveillées. Donc il est fort possible que nous ayons des violences multiformes à la sortie. Ce que je présume, c'est qu'on va avoir une pluralité. C'est pas pour dire j'ai pas d'idée sur ce qui pourrait se passer, et d'ailleurs avec toute humilité je n'en sais rien. C'est pas ça, c'est que je suis à peu près certaine qu'il y aura tous les flux en même temps, comme la pluralité qu'on a aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire qui vont être en mode encore plus conservateur et régressif, des gens qui vont sortir leur violence tellement ils seront frustrés pour des raisons économiques, etc. Des personnes qui vont se jeter comme les Chinois sur la consommation. Encore faudrait-il qu'il y ait des commerces en face, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Et ceux qui veulent absolument construire un autre monde, un monde qui repense ses fondamentaux. Et sans doute bien plus de choses encore, bien plus de nuances. Donc on va être sur un nuancier de couleurs
Je ne sais pas s'il sera arc-en-ciel ou dans les tons de gris, mais il sera pluriel. C'est une évidence qu'il sera pluriel. Et après, la question, c'est un peu le loup qu'on nourrit dans la tradition amérindienne. Est-ce que c'est un loup, est-ce que je vais nourrir l'éthique? Avec quoi il a... Et est-ce que je vais nourrir cet élan vers une nouvelle humanité, ou est-ce que je vais me faire rattraper par mes archaïsmes et mes difficultés? Bah, c'est bien la question. Et ça, c'est une question individuelle et collective. Et je pense, je suis un peu moins, comment dire, un peu moins optimiste que toi sur le sujet d'un point de vue collectif, peut-être. Mais c'est pour ça qu'on essaye quand même d'agir, de se regrouper, de trouver des gens qui sont prêts à agir, à penser, à ne pas nourrir cette violence et nourrir plutôt cette humanité, cette lumière, cette évolution. Maintenant, comment ça peut être plus visible, comment ça peut être plus reconnu, etc. Et pas juste dans des sphères de gens qui sont déjà sensibles à ça. Notre devoir est d'aller un petit peu justement, mais c'est pas à toi que je dois dire ça, d'aller effectivement vers les autres, vers ceux qui n'ont pas cet accès. De la même manière que c'est pluriel, notre sortie va être plurielle, il y a aussi pour moi 3 continuums de temps sur lesquels il faut être bien tranquille. C'est-à-dire que ce que nous échangeons là, pour le moment, ne concerne qu'une petite minorité. Sauf qu'à chaque fois, elle ne fait que grandir. Donc ça, c'est quand même la bonne. Bien sûr. C'est quand même un effet qui est de plus en plus grossissant. Mais pour moi, ça, c'est le travail du long terme. C'est-à-dire que ça serait une illusion de croire que le 11 mai ou même le 11 juin ou même le 11 août, paf, on est tout clé en main qui marche. Autrement, j'entends. Ou radicalement autrement. En revanche, continuer à le nourrir, à le travailler, à le co-construire me paraît juste. Mais il faut simplement lâcher l'impression qu'on va pouvoir être agissant dessus et lâcher le fait que ça peut-être de notre vivant, tu vois, simplement de se dire on fait tout pour, on y contribue, on verra bien. Donc il est fort possible qu'on ait un très court terme très tumultueux et chaotique, un moyen terme en modalité de transition, donc ce qui va évidemment être très décevant pour ceux qui veulent quelque chose de très radical, mais il est très difficile de proposer, ne serait-ce qu'aux Français, de dire, ben voilà, on va mettre, je dis n'importe quoi, 10 millions de gens au chômage parce qu'on vous propose autre chose, sachant qu'on n'a pas les moyens. On ne peut pas mettre 10 ou 20 millions de Français partout dans la nature à faire des écolieux. Parce que dans la nature, ça appartient à des gens aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se pointer à Vitry, Trifouilly ou à machin sur bidule et dire, tiens, moi, je m'installe là parce que ça me plaît. Ah oui, mais ça appartient à des gens. Et dans un court terme, on va avoir quoi? On va avoir les banques qui ne vont pas prêter pour des projets hasardeux. On va avoir des ventes qu'on ne va pas pouvoir faire au même taux que juste avant. Donc, on n'aura pas forcément les capacités à acheter. Enfin bon, il y a plein de choses assez intéressantes qui vont se passer. Mais si on se dit, je nourris ça pour le long terme et la bonne surprise serait qu'elle arrive plus tôt, dans le court terme, je me prépare à des choses compliquées et la bonne surprise, ça serait que ça n'ait pas lieu. Et dans l'intermédiaire, on va essayer de gérer cette transition qui est surtout imprévisible, donc qui va nous ramener à une intériorité alignée. C'est pour ça que c'est normal que tout le monde ne se mette pas sur le travail intérieur, bien sûr. Et en même temps, ça serait rudement chouette, parce que pour reprendre la logique taoïste, le seul endroit où il va y avoir de la stabilité, c'est à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, ça va être le grand beans. Donc, où est-ce que ça va être stable? C'est là. Et en sachant que pour tous ceux qui vont revenir dans le champ du travail, il peut y avoir une vraie déchirure schizophrène, à savoir, mais j'ai goûté pendant 1 mois ou 2 ou 3, peu importe, l'envie, l'appétence d'autre chose. Oui, mais je suis salarié et on me demande de travailler plus, truc, machin, pour rattraper le temps perdu. Donc, ça risque de mettre les gens encore plus en schizophrénie et sans qu'on ait forcément les moyens, que le système donne encore moins les moyens de se permettre de ce changement. Parce que là, je pense que tout ce qui est les ruptures conventionnelles, on a 2 ans pour se refaire, ça peut être compliqué.
C'est compliqué, oui, surtout si beaucoup de gens sont là-dedans, si on a beaucoup de faillites d'entreprises, etc. C'est pour ça que nous, on avait bâti un think tank en 2015 qui s'appelait Sens et projets pour la France, Sens et projets pour tous, où on développait un certain nombre de mesures concrètes en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait lâcher d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif, comment est-ce qu'on peut aboutir aussi à des propositions collectives. Tu parlais des banques. Comment les banques, on revient à des systèmes que les banques soient des moyens de financer une activité et des projets, et que ça ne soit pas des acteurs de spéculation. Les banques actuellement, quand tu es entrepreneur, etc., enfin, on te prête quand on n'en a pas besoin, globalement. Donc, ça sert rigoureusement à rien. Donc, ça fait partie des choses qu'il faudrait revoir. Tu parlais de l'emploi. Alors là, on va avoir des faillites, un certain nombre de choses, des gens qui vont se retrouver au chômage plus qu'avant. Effectivement, là, ça va être un peu tendu. Comment est-ce qu'on pourrait arrêter avec ces idées de croissance économique, de courbe de Phillips, de plein emploi hypothétique qu'on a déjà dépassé depuis quasiment 40 ans? Oui, il faudrait transformer l'idée de plein emploi qu'on a déjà dépassé, qui n'existe plus de toute façon depuis quasiment 40 ou 50 ans. On est toujours sur ces idées. Dépasser l'idée elle-même d'emploi, rémunéré, économique, etc., pour être plus dans la valorisation de l'activité. Comment chacun pourrait déjà être dans une activité, qu'elle soit productive, non productive, économique, non économique, mais une activité, par exemple, d'entraide, d'apport, de création de choses collectives. Comment ça pourrait être valorisé par la société? Comment est-ce que chaque semaine, par exemple, on pourrait décider, comme ça peut se faire dans des favelas c'est des expérimentations qui ont plus de 20 ans maintenant à Curitiba au Brésil, comment est-ce qu'on pourrait dédier 4 heures de notre temps chaque semaine à la production d'un service ou d'un bien ou de quelque chose qui soit gratuit et qui bénéficie aux autres, qui soit au profit de la collectivité. On peut repenser aussi le travail. C'est pas parce qu'on a un emploi, par exemple, moi je serais pour passer aux 20 heures de travail par semaine. Avoir un travail éventuellement économique, et puis au-delà de ces 20 heures, il y a déjà 4 heures qui sont dédiées à la communauté, et le reste qui est dédié à ce qu'on veut, finalement, au travail personnel, etc. Donc comment est-ce qu'on peut produire des axes de réflexion comme cela. Nietzsche disait, si on n'a pas les 2/3 de son temps pour soi, on est un esclave. Combien sont esclaves dans notre société, hein? Et puis après, je ne sais pas, alors si les gens retrouvent du plaisir à s'occuper de leur famille, de leur femme, de leur mari, de leurs compagnons, compagnes, enfants ou pas, mais c'est quelque chose qu'on délaissait ou que les gens avaient tendance à délaisser. Comment est-ce qu'on peut retrouver aussi un juste temps à s'octroyer à soi, à sa famille, aux autres, etc. Donc c'est aussi ces interrogations sur le temps de vivre, sur qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va vivre aussi en société, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on ne fait pas ensemble, comment on va développer le civisme, ça va être quoi? Un nouveau civisme, une nouvelle citoyenneté. Comment est-ce qu'on peut créer des projets? On travaille beaucoup sur des projets de territoire, sur des sustainable communities, des communautés pérennes, c'est-à-dire comment on peut développer des projets sur un territoire avec de l'éducation, de l'économique, de l'entrepreneuriat, de l'art, du vivre ensemble, etc. Comment on va créer des liens? Il faut repenser les liens entre nous. Là, ces périodes de confinement, on a l'impression d'être dans la possibilité d'une île de Welbeck où chacun est chez soi, enfermé derrière son ordinateur, avec son chien ou pas de chien, etc., et dénué de tout lien relationnel. Alors, tu parlais aussi de l'avenir de l'intelligence. Non, tu parlais du transhumanisme, de l'avenir de l'homme. L'avenir de l'homme, dans tous les modèles prospectivistes, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, il est remis en cause.
et son extinction et apparaît dans tous les modèles de prospective, avec le développement de la robotique, des algorithmes, comment dire, apprenants, autonomes, etc. Enfin, on est en ce moment plus qu'avec un virus, avec ce qu'on fait vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de la robotique, etc. On est en train de détruire vraiment totalement, pas simplement la planète, mais l'humanité entière. Voilà, donc. C'est pour ça que je te disais. Et pour moi, il était quasiment trop tard déjà, quand on voit ce que fait Alphabet, ce que font. Mais bon. Oui, qu'il est possible de faire autrement. C'est-à-dire qu'on a la ressource physiologique de faire un saut quantique. On peut le faire. Mais ça veut dire un sacré boulot. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile d'aller vers la robotique, l'IA, le transhumanisme, les cyborgs et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire de compenser par la technologie ce que nous avons à ce jour comme limitation. Mais c'est beaucoup plus exaltant de dire et si on essayait quand même de se dépasser nous-mêmes autrement qu'en s'hybridant. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais ça vaut le coup d'essayer. Après, la question, c'est de savoir à partir de quand on considère qu'on s'est hybridé. C'est-à-dire que est-ce qu'on est déjà hybridé dès l'instant qu'on est avec un minimum d'outils qui nous facilitent la vie via GPS et autres. Donc, ça pourrait être intéressant de connaître le seuil. Donc, est-ce qu'un être humain augmenté, si tout ce qui est l'IA adapté à notre quotidien est considéré comme augmenté? Donc, à partir de quand est le seuil de quel type d'humanité? Mais néanmoins, imaginez que ça ne soit pas une utopie, que ça soit possible. Ça crée un élan d'enthousiasme. C'est ça que je veux dire. C'est que face à un futur proche qui pourrait être chaotique dans sa version la plus turbulente, la plus apocalyptique dans son premier sens, en tout cas le sens commun qu'on a nous en français, mais s'il nous permettait le sens grec de la révélation, c'est jamais. Si on ne pose pas la graine, regarde, on a eu posé… Il faut poser la graine, l'intention, etc. Bien sûr, posons-la, bien sûr. Il y a eu la graine posée d'aller sur la Lune, on est allé sur la Lune. Il y a eu la graine posée de dire on devient immortel, on fait des transhumains, on y va. Et si on pose la graine, on est en capacité de faire un saut quantique tel qu'on est, sans rien rajouter d'autre que notre transformation et notre transmutation intérieure. Chiche, osons, on verra bien, on ne perd pas grand-chose. Le pire qu'on puisse perdre, c'est de progresser intérieurement. Ben, bien sûr, mais ça, c'est ton discours, et j'allais dire, c'est le mien aussi. Mais c'est un saut peut-être qu'on a déjà fait. Voilà, donc, mais après, c'est comment on peut le faire d'un point de vue collectif. Et ça, je ne suis pas persuadé qu'on puisse le faire d'un point de vue collectif. Mais, là, c'est tout le travail qu'on fait avec un certain nombre d'acteurs. Bah, justement, cet ami Alain Aubry, là, qui est en période physiquement difficile en ce moment. Oui, qui avait créé Colibri, qui avait créé un certain nombre de mouvements, etc. Oui, entre autres. Mais la grande question qui se pose, à part celle des convergences qui nous a animés, tous les deux et d'autres, convergence de tous nos efforts, c'est un point. Mais l'autre point, c'est de se dire comment est-ce qu'on s'y prend pour faire effectivement cet effet de bascule. Et la bascule avec Maxime de Rostolan et d'autres gens, c'est de dire, bah, tiens, on va essayer de donner des clés pour évoluer le plus vite possible et en grande quantité. Donc, c'est Colibri, la bascule, l'université du nous, etc., qui donnent des clés sur comment périr en grande quantité, oui. Et on voit que s'il n'y a pas un travail en profondeur, et ça serait plutôt ce que nous, on essaie de proposer, ça ne marche pas, ce n'est pas durable. C'est-à-dire que les égos reprennent la main très vite. En revanche, le point faible de travailler en profondeur, c'est que c'est long, et c'est des petits groupes. Donc, comment on arrive à concilier les deux? Et ça, c'est un défi, moi, qui m'enthousiasme. Je dis, allez hop, je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va essayer d'y arriver. Voilà, comment on fait en profondeur et en même temps en quantité. Eh bien, c'est bien ce qu'on se demande aussi. Alors, il y a encore un facteur de limitation. C'est pas parce que les gens s'éveillent ou ont l'impression de s'éveiller, de trouver un certain nombre de réponses
au niveau individuel, qu'ils agissent, qu'ils peuvent, alors qu'ils ont envie, qu'ils peuvent ou qu'ils savent agir d'un point de vue collectif et agir, j'allais dire, pour un bien commun. Non plus, ça c'est encore une autre question. Et ça Mais fait oui. du programme d'Humanité 3.0, c'est précisément comment on fait pour dépasser toutes ces limitations qu'on peut avoir, comme par exemple celle du changement, où tu as des tas de gens qui disent qu'ils vont faire ça et une poignée qui le fait pour de vrai. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des limitations pour le moment, mais réjouissons-nous en disant, bon, bah, si chacun en prend un morceau et qu'on agrège tous ces éléments-là, on ne sait jamais, on pourrait peut-être se trouver une cartographie de vers où aller et puis un mode d'emploi collectif pour y parvenir. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà des intuitions de mode d'emploi, des intuitions ou des axes, des choses justement sur lesquelles creuser, en plus de ce que tu viens de dire? Ah ben c'est ce que je t'ai dit sur l'alchimie individuelle et l'alchimie collective. Hein. Je pense que si les gens font ce trajet et ramènent dans le monde ce qu'ils sont devenus, et que ce trajet-là est accéléré par rapport à toutes les traditions et toutes les lignées et toutes les sociétés asiatiques et autres, où ça peut prendre des années, des décennies. Et s'il y avait des protocoles, quelles que soient les modalités pour y parvenir, et s'il y avait des protocoles qui permettaient des accélérations de cette descente en profondeur pour, hop, opérer plus rapidement. Voilà, donc il y a quelque chose là dans ce confinement qui nous amène les deux rythmes. C'est-à-dire qu'on voit des personnes qui se mettent dans un mode de ralentissement, tout en se questionnant sur leur utilité, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme place, etc. Et il y a des aspects aussi d'accélération. Donc, il y a quelque chose à composer sur la notion des rythmes et de voir comment arriver à faire quelque chose de plus fulgurant dans la profondeur et de plus efficace dans le rayonnement collectif. Alors nous, on a cherché à faire ça aussi avec un certain nombre de manifestations et d'actions. Et maintenant, ce qu'on essaye plus de faire, c'est cibler au niveau politique ou cibler des gens ou pas des leaders d'influence, mais pour les faire justement évoluer et qu'eux-mêmes puissent être des ambassadeurs, je n'oserais dire des apôtres de ça. Mais bon, parce que c'est compliqué. Il faut trouver, identifier des relais qui permettent de démultiplier et de démultiplier hors de nos sphères habituelles. Alors, il faut dépasser nos peurs, il faut dépasser nos certitudes, il faut dépasser nos manières de penser, être capable d'évoluer. Tout ça prend effectivement du temps. Donc, dans l'ouvrage que j'avais fait il y a longtemps, l'imaginaire du 11 septembre, donc je l'ai sorti en 2001, donc par là, 2001-2002, non, 2002, je parlais d'attracteurs étranges, c'est-à-dire à quoi est-ce que les gens vont s'agréger, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être moteur. Et là, aujourd'hui, je prends une autre analogie qui est la forêt des bébés chênes. Il faut accepter qu'on est en phase d'émergence encore avant qu'on soit en maturité d'être en convergence. Sauf qu'avec le temps, ça a bougé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des efforts pour rassembler, cartographier les pensées, cartographier les réponses, cartographier les acteurs. Enfin, il y a vraiment quand même un effort de plus en plus flagrant de convergence. Et il faut quand même admettre que, ben voilà, on a encore plusieurs types d'attracteurs étranges qui ont des ADN singuliers et qui font la même chose en parallèle. Ben, c'est pas très grave pour le moment, c'est pas très grave. Simplement, comme disait, alors je suis désolée, j'ai un trou de mémoire sur l'auteur de cette citation qui disait en substance qu'il faudrait qu'on soit aussi bon au niveau de la paix que ceux qui nourrissent la guerre en termes d'organisation. Et donc, on a un mal fou à s'organiser dans les mondes, on va dire, orientés paix, voilà, on va faire simple, qui ont ce protocole-là ou ces valeurs-là. On a un mal fou et il y a quelque chose à aller s'inspirer de ce côté-là.
Mais voilà, il y a quelque chose qui existe. Par exemple, je pense à, comment il s'appelle, Romain Cristofini, qui a fait le cercle des leaders éveillés. Voilà, donc il y a plein d'acteurs qui vont, de par ce qu'ils sont, agréger des personnes qui vont se sentir confortables dans cette vibration-là, et ça fait monter en compétence, ça fait monter en capacité. Donc il y a vous, il y a eux, il y a nous, enfin bon, il y a plein d'acteurs. Et au moins, si ça ne crée pas quelque chose qui a convergé entre plusieurs acteurs, ça crée un égrégore commun quand même, qui va à peu près dans le même sens. C'était bien le propos, c'est pour ça que je t'avais reçu dans notre émission, l'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. C'était bien ça, l'idée, c'était mettre en lumière des gens qui changent le monde par ce qu'ils font et par ce qu'ils sont, et qui sont dans une action, dans une réflexion et une action concrète. Et moi, j'avais fait le choix, en plus de le diffuser, sur un média qui n'était pas destiné à des gens, a priori, éveillés, c'est-à-dire des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, etc. Et enfin, ils me pardonneront de leur dire ça, mais ils sont pas tous éveillés, enfin pas beaucoup le sont, mais ils peuvent l'être parce que quand tu es dans un processus entrepreneurial, tu es aussi dans un processus finalement de transformation. Tu dois faire partie d'un tout, bâtir des réseaux, des écosystèmes, faire se rejoindre des parties prenantes. Et avec ces notions justement de parties prenantes, d'écosystèmes qu'on utilise maintenant dans tout ce qui est portage de projets, dans le management, les gens s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus faire des choses tout seuls, qu'il faut se relier, qu'il faut interagir. Bref, la complexité, les gens prennent conscience de cette complexité dont tu parlais tout à l'heure. Oui, et effectivement, c'est pas que les cercles d'acteurs. Alors, on avait éveillé ou pas éveillé. Nous, on a créé aussi un réseau, je ne sais pas si je t'en avais parlé, qui s'appelle les Global Sustainable Leaders. C'est pas une question d'éveil, c'est juste une question de conscience du monde et d'insatisfaction vis-à-vis du monde. Dire que on n'est pas là pour subir, mais qu'on peut transformer de manière positive le monde. Et donc, dans ce réseau, on a des gens un petit peu partout dans le monde. Ça va ils vont de à peu près 19 ans à 89 ans. Donc, ce sont des gens qui ont des entreprises, qui ont des associations, qui sont des individus, vraiment, qui à un moment donné se sont dit, voilà, je vais faire quelque chose. Et ils bâtissent, ils mettent en œuvre des projets qui transforment le monde, leur rapport au monde, qui ne cherchent pas forcément à faire du profit. Certains peuvent le faire, mais s'ils font du profit, il y a d'autres, c'est pour investir ou pour le répartir différemment. Ça fait partie des questions actuelles, des premières questions qu'on peut se poser avant que les choses n'aillent plus loin dans un éveil, une conscience, etc. C'est comment on change les rapports économiques, comment on peut sortir, par exemple, aussi du salariat. Parce que le salariat, c'est un rapport quand même de domination juridiquement où on remet notre propre capacité de décision à quelqu'un d'autre. Ce qui est quand même terrible. Et donc, comment on peut retrouver des capacités de décision, de coopération pour être dans des rapports qui soient des rapports d'adulte à adulte, pour reprendre des classifications un peu anciennes, etc., mais dans des rapports conscients, respectueux, etc. Je vois, nous, on forme depuis une dizaine d'années beaucoup de gens à devenir des entrepreneurs sociaux et sociétaux. C'est comment ils ne vont pas avoir des salariés, etc., mais comment ils vont développer des projets ad hoc avec d'autres gens, pas dans des rapports de compétition, mais de coopération sur des points précis. Et ils vont se retrouver de loin en loin. Ils vont pas bosser, on ne va pas bosser tout le temps ensemble. Nous, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus, mais ponctuellement, on a la capacité de travailler ensemble ou de se rejoindre sur une idée, un intérêt commun, une vision qu'on peut avoir, et puis pas sur l'ensemble de nos activités, mais sur un certain nombre de choses. Et ça, ça fait partie des choses qu'on voit avec les nouvelles générations, dont les millennials, par exemple, sont un petit peu plus porteurs. Avec des projets, des envies parfois de transformation. Alors parfois aussi, c'est plus de la réalisation, une recherche de réalisation personnelle, égoïste, égocentrée ou égotique. Mais bon, ça, c'est charge à eux après aussi
d'apprendre et de s'ouvrir. Mais bon, il y a des choses qui se font, on y contribue, tu y contribues, c'est bien qu'on puisse se parler. Alors nous, là, on est en train de diffuser via les réseaux sociaux, entre autres notre site internet b1act, b1-act.com, un certain nombre de choses, de propositions concrètes, alors justement, qui sont les questions qu'on peut se poser, qu'on peut poser à nos politiques, qu'on peut se poser à nous-mêmes en tant que citoyens pour repenser notre rapport à nous-mêmes, rapport à l'emploi, rapport à l'amour, rapport à l'agriculture, rapport à la planète, à un certain nombre de choses. Et justement, ces jours-ci, on publie, je te transmettrai les choses, un certain nombre de réflexions sous la forme de « et si ». Et si on abandonnait ou et si on faisait de manière concrète un certain nombre de choses pour induire des jeunes réflexions et que les gens se disent « Ah ouais, tiens », ou alors non, « ça a l'air complètement barré » ou « Ah tiens, c'est peut-être pas si con, et si ». Voilà, pour nourrir à la façon d'un brainstorming collectif, d'un égrégore réflexif et évolutionnaire, comme dirait Alain Gauthier, eh bien, nourrir cet égrégore et puis nourrir ce loup amérindien dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, de pulsions créatrices, d'enthousiasme, etc. et de déconstruction créatrice. Parce qu'on peut déconstruire un certain nombre de choses, il y a des choses à déconstruire, mais on n'est pas obligé de les déconstruire de manière violente. Et ça, c'est... mais je te transmettrai aussi nos textes et puis nos propositions que tu pourras diffuser. Et puis, bien sûr, tout ton auditoire, tes réseaux sont les bienvenus là-dessus. Alors, il y a quelque chose, je vois, dans ton action, par exemple, donc tu peux peut-être nous reparler là. Il y a beaucoup de cercles, il y a beaucoup de groupes, et des groupes qui sont sur certains sous-sujets ou sous-choses. Je pense qu'il faudrait peut-être arriver à trouver une plateforme collective avec effectivement après des ramifications internes, mais que toutes ces propositions se retrouvent quelque part soit concaténées. Parce qu'au gré du confinement, en ce moment, on a des trucs sur le jour d'après, absolument partout, changement, transformation, et ça serait bien là d'aboutir pas simplement à un mapping, mais à se rejoindre un peu hors de nos égos. Voilà. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs qui font ça justement, et moi, comme ma détermination, c'est de nourrir quelque chose à long terme. Donc, si je composte ce que je fais pour nourrir quelque chose, ça ne me gêne pas du tout. Donc moi, les trois axes qui m'animent, c'est l'axe de faire évoluer les personnes pour les aider à se redresser, c'est-à-dire à faire des hommes et des femmes debout pour assumer la phase dont il est question incessamment sous peu, maintenant et juste après le confinement. Ça me paraît très important. L'autre aspect, c'est un travail sur les imaginaires et les futurs, c'est-à-dire ce qui nourrit la prospective, et donc avec une pluralité de points de vue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait surtout de la diversité, parce que si on commence à hypothéquer notre futur avec une seule vision, deux visions ou trois visions, on va dans le mur. Il faut qu'il y ait une pluralité pour que de tout ça émerge. Quand je te parlais tout à l'heure de la forêt des bébés chênes, donc plein de bébés chênes, plus on fera de bébés chênes, plus on aura des chances d'arriver à percevoir, avec l'autre image des attracteurs étranges, ce qui va converger autour de quelque chose qui fait sens. Mais si d'entrée de jeu, on dit c'est vers là qu'il faut aller, pour moi, on reste dans le paradigme précédent et on se prive de la possibilité des futurs pluriels. Et l'autre axe, donc, c'est de faire converger les actions qui sont déjà engagées pour la transition, parce qu'il y a plein de gens qui font des choses et plein qu'on ne connaît pas, ancrés sur les territoires. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, comment être un acteur parmi d'autres de catalyseur et comment faire pour faire catalyser pour que l'énergie ne se disperse pas encore, parce que pour moi, c'est dommage là maintenant d'être dans une dispersion des éléments de construction de l'après, tandis qu'on va traverser un moment chaotique. C'est-à-dire que si on a deux fois du chaos, c'est-à-dire le chaos des turbulences et des violences d'un côté et le chaos des réponses de l'autre, ça va nous faire un feu alchimique aux petits oignons. Je ne suis pas sûre qu'on en sorte tout à fait la pierre philosophale, c'est-à-dire la pépite qui nous permettrait d'aller
faire le saut d'après. Donc, ce qui me semble vraiment important, c'est de dire, OK, on va passer une phase de turbulence, plus ou moins longue, plus ou moins importante, mais quels sont les éléments qui vont nous permettre de nous agréger suffisamment pour avoir quelque chose qui nous permet de vraiment nourrir quelque chose ensuite. Mais le confinement permet une certaine sagesse. On a vu les premiers temps une vraie agitation sur les réseaux, ça se calme vraiment, et donc ça va permettre qu'il y ait des émergences plus matures, puisque tout le monde dit à peu près la même chose, donc d'un moment les gens vont se rendre compte qu'ils disent tous la même chose. Exactement. Et de se dire, mais qui est le plus avancé là-dessus, ou les plus avancés, et comment nourrir ça pour que ça puisse être pérenne. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse un mot de la fin? Parce que oui, et puis alors avant un mot de la fin, c'est tu parles de convergence. Eh bien, allez, une idée de convergence là. Qu'est-ce qu'on peut faire là, une idée de convergence de ce qu'on vient de se dire, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, un next step, une action concrète. C'est par exemple de savoir plus en détail ce que vous proposez, plus en détail ce que nous on propose, et de voir s'il y a un élément de synergie qui est ultime pour voilà, pour approcher peut-être des dirigeants et des entrepreneurs qui vont être, eux, à la sortie du confinement, dans un niveau rat-pâquerette d'urgence économique de base. C'est-à-dire que paradoxalement, il faut qu'on puisse penser loin, imaginer demain. Ça, c'est notre vision de consultant. Mais l'entrepreneur qui ne sait pas s'il va encore avoir sa boîte qui va fonctionner à la sortie du confinement, exactement. dans le bas de Maslow, quoi. C'est-à-dire qu'il est dans son fondamental. Dans la survie. Alors, on travaille justement, on a travaillé toute la semaine, on est en train de développer, nous, des kits de survie et de relance de l'activité et de déconfinement business. Alors, avec non seulement des techniques, des réponses immédiates, un certain nombre de choses pas à faire, etc. Et on rajoute en même temps quand même un certain nombre de choses pour changer les rapports à l'écosystème, aux parties prenantes, aux salariés. On fait un petit retour sur soi avec un peu de pensée positive aussi pour savoir ce qu'on veut pas, ce qui est important, etc. Donc, on peut faire de l'immédiat, du terre-à-terre, et puis on peut penser quand même l'avenir, le pérenne, etc. Donc ça, c'est quelque chose, on pourra te transmettre ça, on fera un webinaire sûrement sur le sujet la semaine prochaine. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus vis-à-vis des entrepreneurs, des PME, etc. Mais même avec ce biais, on peut transmettre un certain nombre de messages, qui soient un message pas simplement de survie, mais dire on en profite pour faire le point. Quels sont les problèmes? Quels sont les vrais problèmes? Qu'est-ce qui pose question? Qu'est-ce que j'en profite pour changer? Et vous réserve quelques surprises sur le sujet pour la semaine prochaine. Voilà. Surprenons-nous et tissons ensemble les uns et les autres, et on aura des chances d'avoir une belle matrice pour après. Exactement. Et l'art de changer ou de transformer le monde, et de bâtir une humanité meilleure, eh bien, c'est maintenant, c'est par chacun, c'est pour chacun, et c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Et c'est pas plus tard. Voilà. Eh ben, écoute, merci pour cet échange. Merci pour ce dialogue, et puis à très bientôt.